Bonjour Harry, donc nous sommes sur le nouveau piquet de grève du CHU, qui n'est pas si nouveau, hein. Vous avez été dégagé manu militari par les forces de l'ordre. Donc qu'en est-il aujourd'hui à ce stade? Aujourd'hui, comme on s'est retrouvé depuis le 4 janvier par rapport à une action de réclamation de notre salaire qui avait eu lieu le 4 janvier dans l'après-midi jusqu'au coup de 19h. On a voulu tenter de rencontrer le directeur pour savoir un peu le pour qui pourquoi de salaire qui avait été retenu et pourquoi nous n'avons pas été payés par rapport à ce qui avait été dit, l'ARS et compagnie, en disant que normalement le personnel devait être payé. Ça va été donné le mot d'ordre par l'ARS. Par la suite, notre mot d'ordre, notre réclamation a été dans le mutisme, tenu dans le mutisme par rapport à la direction, ce qui fait que nous sommes encore davantage mobilisés dans la nuit qui a suivi cet événement du 4 janvier. Il a été demandé de retirer nos tentes, nos bazars, nos affaires qui étaient nos manger, nos affaires à nous, nos boissons, tout ce qui nous permettait de rester sur le piquet de grève. Et tout ça a été saccadé, abusé même, je dirais, parce qu'on dirait dans le créole, il y a crasé, il a volé manger nous. Alors, c'est ce qui est, parce que les gars, quand ils faisaient ce qui a été dit, ils étaient en train de rigoler. Bon, ça c'est une chose, et ce qui ça fait, ça nous a permis d'être encore plus forts davantage et retrouver avec, je pense, l'accord de la mairie, ce parking, pour qu'on puisse occuper et faire entendre notre douleur, notre souffrance, notre revendication, notre mobilisation et notre dignité à travers toute cette méchanceté qui est faite. Je ne sais pas si c'est par rapport aux lois qui ont été promulguées depuis le 5 août, mais je pense quand même derrière tout ça, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des pères de famille, il y a des mères, il y a des enfants qui font des études, il y a tout un échelonnement de situations de vie sociale qui est tenu à cela, qui fait qu'aujourd'hui, personne n'entend pas notre recours, notre demande et notre mobilisation qui s'est accentuée par rapport à le mutisme des personnes qui sont habilitées à répondre à nos doléances. Il a fallu que M. Denis Delumeau fasse une grève qui est déjà aujourd'hui à son 20e jour de grève sans manger, mais qui a un fort moral et qui est bien entouré. Et que nous, aujourd'hui, nous tentons de faire une mobilisation de marche pour qu'on puisse faire entendre notre voix pour notre dignité et celle du peuple et des travailleurs de l'hôpital de la santé. Nous sommes mobilisés contre ce système qui est un système pour moi qui va à l'encontre, je dirais, à notre histoire, à notre passé, notre situation sociale, qui fait que nous ne sommes pas anti-vax, mais nous sommes pour avoir la clarté dans ce qui se fait actuellement par rapport à toute cette organisation de vaccins et que nous voulons aussi savoir ce qu'on injecte, à quoi ça va nous servir, qu'est-ce qui va se passer dans le temps. On veut des réponses, on n'a pas de réponse. Alors pour ceci-là, ces réponses que nous n'avons pas fait que nous sommes mobilisés contre cette situation. Le moral, comment êtes-vous? Le moral, il est là, je dois faire face à cela parce que j'ai des enfants, je dois leur montrer quand même malgré les choses. Mes enfants doivent manger, j'en ai 3, 21, 14 et 13. Ils doivent manger, moi j'ai mes situations. Alors ce moral-là, avec l'aide du groupe et tous les collègues et ce qui se passe autour et la famille bien entendu, fait que le moral est plus fort que jamais. Alors je remercie aussi à la population bien entendu qui porte main forte en termes de comment on va dire ça, d'aide en alimentaire, en eau, en boisson, en mobilisation, dans tout ce qui se fait. Je remercie beaucoup à la population pour cette démarche, mais on sent concrètement l'implication de la population dans cette mobilisation. Bonjour Denis Delumeau, bienvenue sur Télé FWI. Premièrement, qui êtes-vous et pourquoi avoir entamé cette grève de la faim? Alors moi je suis personnel hospitalier, j'ai 52 ans, père de 4 enfants. J'exerce au CHU depuis le 18 octobre 92, donc cette année va donner 30 ans. Et là, par rapport à la loi du 5 août 2021, j'ai décidé effectivement d'entamer une grève de la faim parce que je trouve cette loi injuste. Cette loi met des pères et des mères de famille en précarité et je ne pouvais pas l'accepter. Donc pour moi, c'est mon acte. C'est certes un acte ultime, mais c'est ma meilleure façon de combattre le système. Est-ce un choix délibéré, réfléchi ou c'est l'acte de désespoir qui vous a conduit à faire ça? C'est un choix plutôt réfléchi.
puisque dès la sortie de la loi, je savais que nous aurions eu des actions à mener, nous en Guadeloupe, bien que dans le monde entier il y a eu des actions, mais particulièrement en Guadeloupe c'est beaucoup plus difficile. Donc à partir du mois de décembre, j'ai commencé à en parler à ma famille. J'ai effectué 3 réunions familiales avant le 12 février, et dont la dernière s'est déroulée le 7 février, pour justement annoncer que je commençais le samedi suivant. Comment vous sentez-vous donc physiquement, moralement? Alors je rectifie depuis 25 jours, je suis en grève depuis le 12 février. Physiquement, je ressens un certain nombre de choses depuis hier, effectivement, au niveau de mon corps, qui sont parfois douloureux, mais moralement, le mental y est. Donc j'essaierai d'aller jusqu'au bout, en fonction, comme j'ai toujours dit, en fonction de la limite de mon corps. Donc mentalement, le fait d'avoir la population avec moi, d'avoir des membres de mon staff qui ont pris le relais sur beaucoup de choses, parce que je n'ai pas décidé de faire une grève de la faim, simplement grève de la faim, j'ai voulu faire une grève de la faim pour sensibiliser la population, mais surtout pour qu'on réintègre les suspendus du CHU de la Guadeloupe, qui par rapport aux autres suspendus, je pense, de France et de Navarre, n'ont pas eu la possibilité d'avoir l'application de la loi dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que normalement, on sait que dans la loi du 5 août est prévu que lorsqu'on reçoit la notification de suspension, normalement courrier recommandé, qui pour certains chez nous sont arrivés en courrier simple, la direction a 10 jours pour nous convoquer à réception de la date de ces fameux courriers. Or, ça n'a pas été le cas pour aucune personne du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, déjà un viol sanitaire, déjà une injustice dans la procédure. Moi, je suis de ceux que j'arrête de faire des constats et j'arrête de faire des débats idéologiques. Là, on parle de familles, pères et mères de famille qui n'ont pas fauté dans leur travail et qui ont injustement été poussés à la porte du CHU. Pour moi, c'est inadmissible. D'autant plus que le cheminement de la direction depuis le 2 septembre où ils ont reçu le préavis de grève, ils n'ont jamais été dans la législation. Lorsqu'il y a un préavis de grève, on convoque les partenaires sociaux qui ont déposé le préavis et on instaure un service minimum, surtout quand il s'agit de patients. Parce que les patients, c'est nos familles, ça peut être les familles des suspendus, votre famille, la famille du directeur aussi. Normalement, il aurait dû avoir un service minimum d'état. Ça n'a pas été fait. Au-delà du service minimum, il n'a jamais rencontré personne, ce cher monsieur Côté. Ni lui, ni son DGA, ni la discussion. Pardon? Il était fermé à la discussion. Mais pour être fermé à la discussion, il faut au moins qu'on le voie et qu'on le voit fermé à la discussion. Ça n'a même pas été le cas. Il n'y a eu aucune rencontre. Et ça, c'est pas légal. Alors après, il y a eu un certain nombre de faits qui fait qu'il a attendu effectivement que les employés soient en ras-le-bol, c'est-à-dire qu'il y a une réaction des employés le 4 janvier. Certains employés n'ont pas eu de fiche de paie, donc ils ne savaient même pas si les minimaux sociaux ont été respectés. Parce que même si on vous donne une fiche de paie, il faut au moins qu'on vous dise que voilà, vous êtes à zéro, mais au moins votre sécurité sociale on l'a payée, au moins ça, pas même ça qu'on a eu. Donc c'est la raison pour laquelle le personnel hospitalier est monté devant la direction, n'a jamais pénétré l'enceinte de la direction générale et est resté à l'extérieur et a demandé à ses gardes du corps, parce que ce monsieur c'est entouré de gardes du corps, qu'on souhaiterait lui parler. À aucun moment il a daigné sortir. Ça s'est passé entre 11h30 le lundi 4 janvier jusqu'à 18h30. Et lorsqu'il est sorti, bien évidemment dans l'après-midi, nous avons vu une flopée de véhicules de la police venir. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils venaient faire, mais c'est après quand leur sortie on a compris que c'était pour les exfiltrer, comme si on les séquestrait. Alors qu'aucun personnel hospitalier n'a pu rentrer dans l'enceinte, puisque la porte était gardée par les gardes du corps, au moins 5,
qui nous ont dit dès 11h30, c'est garde du corps que M. Zoledi qui était là, M. Cotellon, ils nous ont dit qu'il n'est pas là. M. Zoledi, le directeur général adjoint, était là et qu'il allait, il allait nous répondre. Ça n'a pas été le cas. Donc, bien entendu, quand il est sorti, la foule, il y a eu des bousculades, mais ce monsieur n'a jamais été frappé par personne. Il dit qu'on lui a envoyé des jets d'urine, mais il n'y a pas eu de jets d'urine sur personne. Et de voir que le lendemain, le 5 janvier, à 6 h du matin, qu'il se permet de dire sur les ondes tout de suite qu'on l'a agressé, qu'on l'a tabassé, qu'il est même tombé dans les vapes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et qu'il a pu décompter pendant qu'il était dans les vapes, il est resté 10 secondes à terre. D'accord? Donc même les boxeurs sur le ring ne savent pas combien de temps ils sont restés en chaos. Et heureusement, il y avait un média indépendant là qui a tout filmé. Donc je pense que c'est ce qui a penché dans la balance et qui a fait que la population n'a pas cru sur monsieur. Mais nous, quand on a vu ça, effectivement, moi j'étais hyper remonté. Et ça m'a fait déclencher encore plus vite ce que je devais faire. Donc moi je suis contre l'injustice. J'ai des enfants, j'ai des valeurs. Je leur dis toujours, mentir ne sert à rien du tout. Et quand on a des convictions, on va au bout de ces convictions. Pour moi déjà c'est un devoir d'aller au bout des convictions vis-à-vis de mes enfants. Mais après c'est un devoir aussi par rapport à l'injustice que nous subissons en tant que suspendus. Et c'est vrai qu'au début on était plus de 400. Maintenant il y a des gens économiquement ils ont fait un choix. Soit ils sont montés pour le vaccin, soit ils sont passés par le biais. Moi je suis déterminé dans ma démarche. Maintenant comme je vous l'ai dit, c'est mon corps qui va me donner la vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas vous vacciner? Qu'est-ce qui vous empêche encore de... Alors, je répondrai comme je réponds aussi à la population et à la communauté scientifique. Moi, je suis du côté de la population. J'entends beaucoup de choses, que nous sommes incultes, que nous sommes illettrés, que nous sommes des sauvages. Mais un être humain a sa capacité de penser, d'analyser. Moi, je me range de ce côté-là. Tous les vaccins précédents, y compris l'hépatite B, auquel effectivement c'est une obligation pour nous pour pouvoir travailler à l'hôpital, nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait pourquoi? Parce que c'était obligatoire, certes, mais parce que ces vaccins-là avaient une autorisation définitive. Là, nous avons affaire à des vaccins qui ont des autorisations conditionnelles jusqu'à 2023, voire 2024. Nous sommes donc en pharmacovigilance. On dit de ne pas dire que nous sommes en phase expérimentale, mais la pharmacovigilance, ça veut dire qu'on commence à inoculer cette injection aux personnes et on regarde au fur et à mesure des années quels sont les effets indésirables, quels sont les effets bénéfiques. Actuellement, la première dose de vaccin a eu lieu en décembre 2020. Décembre 2020, ça veut dire qu'à la date que je vous parle aujourd'hui, c'est un vaccin qui a à peine 14 mois. Donc toutes les études qui sont en train d'être menées sont menées à la va-vite. Moi, c'est ma façon de penser. Je ne sais pas si c'est la façon de penser de tout le monde. Et moi, c'est ma façon de penser. Donc, il est anormal qu'on fasse une expérimentation grandeur nature sur le monde entier et qu'on force la population à se vacciner. Parce que c'est un chantage et c'est un viol sanitaire. Le vaccin de l'hépatite, ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas forcé les gens à se vacciner. On leur a demandé de prendre le vaccin, mais on leur a expliqué. Il y a une pédagogie. Et il y a eu toutes les autorisations définitives à l'époque. Là, l'hépatite, jusqu'à nos jours, il y a eu moins de 50 000 effets indésirables. Les vaccins qui sont sortis à l'année 2021, on regarde que pratiquement, quand on fait la masse, on a déjà près de 200 000 effets indésirables sur 14 mois. Donc moi, je n'ai pas besoin d'être scientifique pour me dire que ce vaccin-là, je ne vais pas le prendre. Et tant qu'il n'aura pas une autorisation définitive, moi je ne prendrai pas ce vaccin. Même s'il faut que je vive en marge de la société. Mais je pense que j'ai le droit de disposer de mon corps. Il y a une réglementation qui a été faite. La loi du 5 août, elle permet de contourner cette réglementation. Et il est anormal qu'au 21e siècle, quelqu'un qui n'accepte pas un vaccin soit licencié de son travail. Pour moi c'est clair. Alors maintenant,
Il y aura toujours les scientifiques qui vont vous parler de consensus. Oui, on sait que la science, c'est ça. On sait que la science, effectivement, il y a des scientifiques qui sont d'accord, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Après, il faut un consensus. Mais n'empêche, quand on voit la qualité des scientifiques qui sont remis en cause, ça me pose un problème. Professeur Raoult, professeur émérite, professeur Perron, professeur émérite, Luc Montagnier, professeur émérite. Et subitement, ces gens-là sont discrédités après tant d'années de science qu'ils ont donné à la science. Non. Donc le gouvernement ou les gouvernements ont envie de faire d'avaler des couleuvres à la population. Malheureusement, on n'est plus dans les années 50. Maintenant, on a accès au net, on a accès à un certain nombre de choses. Rappelez-vous, souvent on nous disait, premières 2 doses, c'était des fake news. 3 doses, c'était des fake news. Et on y est. Les fake news se sont avérées dans le temps réel. Donc les gens qui disent qu'ils peuvent prendre autant de doses pour sortir, ça c'est leur problème. Moi je ne suis pas anti-vaccin. Parce que moi j'ai le DT polio, j'ai l'hépatite D. Mon carnet de vaccination, il est à jour, sauf pour le Covid. Et tant que ce vaccin aura une autorisation conditionnelle, je ne prendrai pas ce vaccin. Qu'il soit ARN ou qu'il ne soit pas ARN. Donc, pouvez-vous nous parler de l'équipe qui vous entoure, qui sont-ils? L'équipe qui m'entoure, ça a été ma famille, mes 2 parents qui ont tous 2 87 ans, mes enfants, j'en ai 4, 26, 18, 16 et 15 ans, ma femme, et bien entendu, je me suis entouré aussi des professionnels dont j'ai ressenti la profondeur de leur âme dans ce combat. Madame Lindsay Balogi, Monsieur Éric André, Madame Gladys Hudol, Madame Sandra Eroni, Monsieur Bruno Craille, Monsieur Gilles Geoffroy, Monsieur Thierry Soukaï, je crois que j'ai oublié personne. Docteur Mona Edreville, ça c'est l'équipe médicale. Docteur Sego Edreville et Docteur Firaï Soka. Donc, c'est eux qui ont fait partie de la dernière réunion du 7 février. Mais auparavant, j'avais fait 2 réunions avec mes parents parce que la première réunion, vous comprenez bien que c'était des pleurs et des cris. Il a fallu que ma motivation reste la même. Pas même ma motivation, ma détermination pour absorber toute la détresse, aussi bien de ma mère, de ma femme, de mes enfants, et qui m'ont demandé un temps, parce que j'aurais dû commencer bien avant. Et à ce moment-là, on a eu la 2e réunion, où je leur ai dit, je pense que le temps, c'est suffisant. Ils m'ont encore dit de leur donner du temps. Donc je leur ai donné du temps, et puis après je leur ai dit, il faut que je commence. Donc, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas eu le choix. Mais après, le fait qu'ils étaient préparés, ils ont mieux vécu le début de cette grève de la faim, à tel point que quand ils viennent sur le piquet, on parle et on rigole, on discute de tous les sujets. Sauf que ma mère, voyant que le temps avance, me pose à chaque fois la même question. Ils t'ont toujours pas appelé, personne t'a contacté. Donc on sent son inquiétude. Et je lui ai rassuré que pour le moment ça va. Et je pense que tout ce qu'il y a dans mon mental le diffuse dans mon corps, qui fait que j'arrive à supporter les douleurs. Et à l'issue de ces 25 jours de grève, est-ce qu'au moins on vous a contacté ou pas du tout? Est-ce qu'au moins l'administration hospitalière ou la préfecture vous a envoyé un message? La préfecture, l'administration hospitalière, zéro. Le monde politique a essayé de m'approcher, pas contacter. C'est-à-dire à travers certaines personnes qui me disaient que par exemple M. Servat souhaiterait me parler. Moi j'ai toujours dit je ne reçois pas de politique parce que mon combat il n'est plus politique, il est dans l'humanité. Donc c'est pas parce que moi en tant que suspendu j'ai commencé un mouvement qu'il faut venir me voir moi. Parce que mon mouvement quand il a commencé, même à 25 jours, il n'équivaut pas aux 6 mois que certaines personnes sont là. Ils n'ont pas touché un euro. Bon, ça fait 6 mois que ces gens-là sont en grève. 6 mois que certains suspendus n'ont rien touché. Donc ma volonté, c'est chaque fois qu'ils essaient de m'approcher, de leur dire, allez parler aux
Et après, si vous voulez, je viendrai parler avec vous. Et le seul qui a accepté cette démarche, il est venu hier, c'est-à-dire on est le 8 mars, il est venu le 7 mars, M. Christian Baptiste. Quand mon infirmière est allée lui dire que je ne souhaite que vous parler suspendu avant, il a rangé tout de suite ce qui a été. Sauf qu'il s'est fait incendier. C'est un peu normal. Et c'est ce que je lui ai demandé après, à la fin de notre entretien, puisque après moi j'ai été aussi. Je lui ai dit, il faut que vous écoutiez la souffrance de Guadeloupéens comme vous. Parce qu'on a l'impression qu'on est là et que nous sommes invisibles. Et pourquoi on est invisible? On est suspendu, on n'a plus de fiche de paye. Socialement, on ne peut pas aller vers Pôle emploi puisqu'on est suspendu d'un établissement public de santé. Donc, la loi du 5 août ne nous permet pas d'aller vers Pôle emploi. Donc, on est transparent. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avec ma carte vitale à la pharmacie pour le médicament, si la pharmacienne va me dire que votre carte vitale est bloquée. Certaines personnes, concernant leur mutuelle, se sont retrouvées bloquées sur leur mutuelle. Parce qu'effectivement, c'est notre employeur, la majeure partie du personnel hospitalier à la Mutuelle nationale des hospitaliers, singulièrement la MNH. Mais certains d'entre eux se sont vus notifier des courriers de la MNH disant comme quoi votre cotisation n'a pas été payée. Et oui, c'est ça la réalité. D'autres, on ne sait pas par quel biais le CHU a fait, c'est pour ça qu'on vous dit, dans ce CHU, c'est 2 poids 2 mesures. D'autres, directement, la MNH a été prélevée sur leur compte en banque sans qu'eux donnent l'accord. Nos cotisations MNH, normalement, se font sur le salaire. Alors, tant mieux pour eux, quelque part. Ça n'a pas été bien parce que ça a été fait à leur insu. Mais tant mieux pour eux parce que s'ils ont de l'argent, ils ont encore une couverture mutualiste. Mais ce qu'on nous fait subir, c'est inhumain. Et les seules personnes qui viennent nous voir vraiment, et ce sont des amours, c'est la population. La population a pris le relais du conseil départemental, du conseil régional et même de voir du ministère de la Solidarité, soi-disant. D'accord? Donc moi, je suis très amer dans ce combat. J'ai peut-être pas la force physique comme avant, mais je reste très lucide de ce qui se passe. Comment envisagez-vous la suite de votre action? L'important, c'est que je puisse faire passer un certain nombre de messages à la population, pour que la population, tôt ou tard, prenne mon relais. Parce que, vous avez compris, j'ai toujours dit que j'irai à la limite de mon corps. Je sens que cette limite-là commence à être atteinte. Donc, je m'organiserai dans les jours à venir à voir comment, en fonction des avancées que nous aurons, comment moi je vais commencer à préparer ma sortie. J'irai encore plus loin parce que je pense que depuis hier les choses commencent à bouger, notamment avec la venue de M. Christian Baptiste qui a pu écouter et surtout encaisser la colère des suspendus parce que vous comprenez bien après 6 mois, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse au sort des suspendus. Madame Hidalgo, qui est censée être une candidate à l'élection présidentielle, n'a pas daigné venir voir les suspendus. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, est venu. Jean-Luc Mélenchon est venu. Mais c'est pour vous montrer que certaines personnes qui se disent vouloir être président de la République commencent déjà à faire comme M. Macron, le président actuel, c'est-à-dire mettre une partie de la population à côté, alors que pour les élections, normalement, il faut voir tout le monde, puisque M. Macron avait dit qu'il était le président de tous les Français. Mais il faudrait croire que les DOM et les TOM ne sont pas tellement concernés par sa devise. Donc, moi, ça m'a choqué de voir un candidat à l'élection présidentielle ne montre voir que la direction. Donc, ça sous-entend, si elle est élue dans son quinquennat, qu'est-ce qu'elle risque de produire. Et ça se voit avec M. Macron. Ils prennent des dispositions complètement scélérates avec cette loi du 5 août 2021. Et ce ne sont pas des gens qui sont au service de l'humain, mais ils sont au service du monde économique.
plus ça va, plus on est en train d'entrevoir, par rapport à l'effet de la mondialisation, que l'économie prime surtout. Sauf que vous pouvez avoir les économies que vous voulez. Si votre santé ne vous permet pas de bénéficier de cette économie, à quoi bon vivre? Nous sommes loin de la dette des anti-vax. Nous sommes contre ce vaccin. Mais notre vœu le plus cher, c'est de retrouver nos emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, mais aussi pour pouvoir soigner la population guadeloupéenne. Parce que depuis que nous sommes absents, il vous faut savoir qu'à l'intérieur, l'offre de soins a diminué. En termes de lits de médecine, nous sommes à peine à 200, sans compter le pôle PPE, le pôle parent-enfant. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire face à, par exemple, un crash d'avion, à un tremblement de terre, à une grosse catastrophe. Parce que notre CHU, le fait qu'il manque des soignants au pied du malade, il se retrouve confronté à la difficulté de la prise en charge. Si vous observez bien, je pense que la population, tout comme la direction, ils verront qu'une prise en charge aux urgences maintenant, c'est entre 10, 12, voire 15 heures. Bien entendu en fonction de l'urgence. Mais pour avoir fréquenté les urgences avant mon combat, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font 15 heures et qui abandonnent. Ils n'ont pas reçu l'offre de soins qu'ils devraient avoir. On leur dit, mais si vous êtes parti, c'est parce que vous n'étiez pas si urgent, mais comprenez la population. Vous rentrez pour une urgence parce que vous êtes déjà stressé par rapport à ce qui vous arrive physiquement et on ne vous reçoit pas par avant 12 heures, 15 heures. C'est pas normal. Mais ça, c'est pas la faute des collègues. C'est qu'il y a de moins en moins, effectivement, de médecins, mais il y a de moins en moins de collègues au pied du malade. Donc, celles qui sont présentes, elles arrivent à saturation et parfois en burn-out. On peut retrouver nos collègues, être sereins dans notre tête, des deux côtés, vaccinés, non vaccinés, pour pouvoir diffuser effectivement les bonnes zones aux patients qui vont au CHU. Merci beaucoup, Dani. C'est moi qui vous remercie. J'espère que la prochaine fois que vous allez nous entrevoir, on sera dans nos postes. Mais je pense que nous sommes quelque part en train d'écrire une partie de notre histoire. Et malheureusement, il a fallu ces dissensions, ces discordances. Mais je pense qu'on va sortir beaucoup plus solidaire par rapport à ce que j'ai pu entrevoir ces 2 derniers jours. Et moi, j'invite la population et le monde entier qui nous regarde à avoir un peu d'humanité. Il faut qu'on retrouve nos valeurs d'humanité, c'est très important. Ce n'est pas les euros ou les dollars qui vont nous rendre heureux. Ils vont contribuer à ce qu'on puisse pouvoir subvenir à nos besoins. Mais il y a quelque chose qui est inestimable, c'est l'amour qu'on a pour soi, pour sa famille et pour la population.